Paris engourdi dans le silence. Paris figé par le froid. La grande ville est semblable à ces animaux que l'hiver plonge dans une rigidité cataleptique. 15 degrés au-dessous de zéro. Dans la nuit, les passants frileux se hâtent. Et puis, il y a les autres. Les sans-logis, tous ceux que la misère réduit à dormir dehors. Tous ceux pour lesquels vient de s'élever la voix de l'abbé Pierre. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait « Mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part » nous répondait « S'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Alors, il faut que nous fassions quelque chose, tout de suite. Ce n'est pas possible que nous dormions tranquilles pendant qu'ils meurent dehors. » Pendant qu'ils meurent dehors, comme cette femme expulsée de son logis et trouvée morte sur le pavé de Paris. Aidez-nous, aidez-nous pour qu'on puisse mettre des tentes, des hangars, de la paille, leur donner une soupe chaude. Il n'est pas possible que nos frères vivent et meurent comme cela. Sinon, véritablement, nous sommes pires que des sauvages. Aidez-nous, et merci du fond Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance. Pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'allais crier, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. La misère est forcément muette, comme le pouvoir est aveugle. Il faut qu'il y ait des voix d'hommes sans voix, qui empêchent de dormir tranquille ceux qui ont quelque pouvoir que ce soit, et des voix des hommes sans voix qui empêchent le milliard d'êtres humains qui ne sait pas de quoi il vivra demain. On nous parle de 100 millions qui peuvent périr dans l'Éthiopie.
Chacun fait ce qu'il veut de la vie. Les uns la traînent dans la boue. En quoi salissent-ils la nôtre? Ils nous montrent comment on peut la rendre ignoble. Profitons de la leçon et faisons-la splendide. Monsieur l'abbé, ça a été déterminant, ça a été vraiment ce qui a mobilisé, ce qui a fait prendre conscience aux gens de la gravité de la situation. Oui. Il y a eu une succession d'événements créateurs d'émotions. La mort du bébé, la venue du ministre, l'insolence de la lettre, la venue du ministre, personne ne le croyait possible, n'est-ce pas? Tout ça a commencé déjà à beaucoup toucher les gens. Alors après, il y a eu la mort de la femme qu'on a ramassée à Sébastopol, à quelques centaines de mètres du théâtre du Châtelet, où à ce moment-là, on jouait les ballets du marquis de Cuevas avec un luxe délirant, et tout le Paris le plus luxueux sortait du théâtre au moment où nos compagnons ramassaient cette femme moribonde. Et le temps de la... Alors, tous ces faits ont fait monter l'émotion. Et finalement, les compagnons avaient envoyé dormir chez un ami dans le domicile duquel on passait, parce qu'ils voyaient que je n'en pouvais plus, et ils sont venus le matin vers 11h du matin, en me disant, Père, il y en a marre, on ne peut pas continuer, travailler toute la journée, encore travailler la nuit, l'État, l'opinion, tout le monde s'en fout, et il faut faire autre chose. Où puisiez-vous, mon père, cette force, cette détermination qui vous a animé tout au long de ces années, notamment au cours de cet hiver 54 terrible? Oui, on me pose cette question, je crois très véritablement que c'est dû au fait d'une énorme importance dans ma vie profonde des 7 ans que j'ai passés à 19 ans, cloîtré dans des conditions dont on n'a pas idée aujourd'hui, ça n'existe plus. Dans l'ordre des Capucins, la province de Lyon, la plus austère, on dormait tout habillé sur la planche et on était levé toutes les nuits de minuit à 2h du matin, la première heure psalmodie, la deuxième heure d'adoration dans l'obscurité sans pouvoir s'aider d'un livre et encore 3/4 d'heure d'adoration dans les mêmes conditions avant le souper. Si bien que j'ai vécu 7 ans comme cela et je suis certain que s'il n'y avait pas eu ce désert, car le niveau intellectuel était très très faible, je n'avais pas la satisfaction de faire des études, bon. Mais si je n'avais pas vécu ce désert au début de ma vie, alors que ce qui a suivi allait être complètement autre, 50 ans à rouler à travers le monde, je n'aurais jamais pu vivre ces 50 ans sans craquer. Certainement, j'ai craqué plusieurs fois de maladie, nerveusement, mais je suis... Maintenant que vraiment j'y vois là une espèce de sourire de Dieu, que je peux, pas autant que je voudrais, mais enfin en grande partie, vivre de nouveau dans une atmosphère monastique, chez des bénédictins près de Rouen. Je dis, c'est un sourire du bon Dieu. Il doit se dire dans sa barbe, il a voulu être moi, je l'ai envoyé rouler autour du monde, puis quand il y a pris goût, je le remets en boîte. Pour moi, je ne vois pas d'autre explication que celle-là. Mon père, le Christ s'est senti abandonné. Est-ce que vous avez eu quelquefois, vous, ce sentiment dans cette lutte difficile de vous sentir abandonné? Oui, mais disons, pas abandonné par défection, mais dans un état de fait où c'était plus, disons, seul qu'abandonné, même accompagné par des compagnons qui mettaient tout leur cœur, bien chacun à la mesure de sa personnalité. Bon, mais c'est ça qui a été tragique. C'était le sentiment d'être terriblement seul, au contact. C'est pas vrai, il y en avait bien d'autres que moi, mais chacun avait probablement le même sentiment, au contact des souffrances les plus poignantes, les plus désespérantes. Enfin, des ménages qui allaient craquer, et des ménages qu'on avait vus craquer, les gosses abandonnés, la femme sur le trottoir, etc. Alors, c'est ça qui était terrible, beaucoup plus que la défection, parce que j'ai jamais eu beaucoup d'illusions. Je dis Vous n'avez pas eu beaucoup d'illusions? Non. C'est ce que j'appelle la désillusion enthousiaste. C'est le commentaire de la page de l'Évangile des disciples d'Emmaüs. Ils avaient cru dans l'illusion. Ils voyaient notre Seigneur le dimanche des Rameaux, c'était la descente des Champs-Élysées, le jour de la libération. Et puis ils voient tout effondré. C'est la désillusion. Mais quel est le préliminaire nécessaire pour que soit possible l'enthousiasme?
l'enthousiasme qui est en-théos, l'âme qui devient un avec l'éternel. Mais ce n'est qu'au-delà de l'illusion et de la désillusion. Alors, oui, je n'ai pas tellement été déçu. J'étais plus souvent déçu de moi que des autres. Actuels, les hommes politiques, non pas pour vous embarquer dans une discussion politique, j'ai quand même un peu l'impression, mon père, et pardonnez-moi l'expression, vous êtes une star médiatique, vous passez dans les grandes émissions, vous êtes quelque part un petit peu la bonne conscience de cette société de consommation. Pour ces politiques, qu'est-ce que vous en pensez des politiques? Ont-ils l'oreille attentive aux mots du quotidien pour toute une frange de population? Quel est votre avis, sincèrement? Il faut, avant tout, dès qu'on aborde ce sorte de problème, avant tout, faire une remarque très très générale. Quand on me dit, vous les connaissez bien, vous en avez été, c'est tous des fripouilles. J'ai pas dit ça. Non, mais souvent on interprète. Dès qu'on touche à cela, il y a la tendance à... Bon, je réponds, chers amis, tant que les élus seront recrutés parmi les électeurs, la proportion de fripouilles ne sera pas la même des deux côtés. Bien, avec la différence que si c'est un homme qui est au pouvoir, ça se voit et ça fait des dégâts. Bien, plus grave. Je répète, j'ai répété dans le monde entier à des hommes d'État, même si vous êtes le plus honnête, le plus intelligent, le plus courageux du monde, il vous paraîtra toujours plus urgent de rénover les décors ou le rideau de l'opéra que de mettre de l'eau et des cabinets dans les taudis. C'est pas que vous n'avez pas de cœur, c'est que votre fonction vous fait périodiquement une obligation pour des réunions diplomatiques, etc., d'être à l'opéra. Et si vous voyez que c'est vieilli, vous faites une note au service compétent pour qu'on fasse le nécessaire. Alors que jamais votre fonction ne vous fait une obligation d'aller là où les mamans pleurent parce qu'il n'y a pas de cabinet, parce qu'il n'y a pas de courante. Et c'est arrivé une fois, alors que j'ai dit cela, sûrement plusieurs centaines de fois. Une fois, il n'y a pas très longtemps, je ne dirais ni dans quel pays ni de qui, le lendemain de cet entretien, le directeur de cabinet d'un Premier ministre me téléphone et me dit, le ministre revenant au travail ce matin, me dit, appelez tout de suite cet abbé avec qui j'ai parlé hier, demandez-lui qu'il me dise où je pourrais incognito aller là où ça me ferait mal. Et je pense que ce jour-là, j'avais pas perdu mon temps. Car ce n'est pas le cœur qui manque, mais on ne voit pas où est l'urgence. Le cinéma, mon père, parce que vous ne pensez pas, quand il est employé, comme il l'est pour Hiver 54, est une formidable caisse de résonance pour attirer l'attention des gens et qu'il a un rôle d'information. Bien sûr, c'est évident. Vous savez, j'ai bien souvent rappelé cela. 2 ans après la guerre, j'ai eu le privilège d'être en conversation avec Albert Einstein. Bien, à Princeton. J'étais président du mouvement fédéraliste mondial, je venais de clôturer un congrès à Minneapolis, un ami m'a dit, aimeriez-vous rencontrer mon ami? Bien sûr. Et quand je lui ai parlé, comme aurait fait n'importe qui à cette époque, je l'ai interrogé sur ce qu'il fallait prévoir de bouleversement dans les réalités humaines du fait de cette énergie. Alors il m'a répondu, mais très vite, il m'a dit, mon père, aussi énorme que soient les conséquences de cette désintégration de la matière, il y a 2 autres explosions qui vont avoir beaucoup plus de conséquences dans un proche avenir. C'est deuxièmement l'explosion biologique, le progrès de la médecine et de la pharmacie se diffusant dans le monde, là où il y avait 15 enfants, parce qu'il en mourait 12 sur 15, et il fallait bien pour assurer les vieux jours. Bon, la natalité ne diminue pas aussi vite que diminue la mortalité. Par conséquent, des peuples entiers, en 1 ou 2 générations, explosent. Et puis troisièmement, ça rejoint à votre question, il me dit il y a une 3e explosion qui va être la plus énorme de conséquences, c'est l'explosion psychique. Ceux qui souffraient vont commencer à souffrir de souffrir. Parce qu'ils verront qu'il y a tous les moyens de pouvoir les sortir de leur détresse. Et c'est une évidence que la télévision, le cinéma sont des moyens énormes, soit de banalisation vulgaire et annihilant l'énergie humaine, ou au contraire les mobilisant. D'ailleurs, il m'avait dit, ça sera un péril énorme, parce que ça permettra à quelqu'un se saisissant du pouvoir, par une fausse nouvelle comme le dépêche Dems dans l'histoire européenne, de faire se lever 1 milliard d'hommes contre un autre milliard. Mon père, à l'heure où on assiste à une recrudescence du racisme,
des événements en France, renaissance de l'antisémitisme dans les pays de l'Est. Vous aviez déclaré chez ma consoeur Anne Sinclair, parlant de la tolérance et s'adressant aux téléspectateurs, vous aviez dit, il faudra bien vous habituer, vous pouvez faire toutes les lois, fermer les frontières, les pays pauvres vous envahiront parce que là se trouve la richesse. Soyons très très précis. Pendant la guerre, la population totale de Maroc, Algérie, Tunisie était la moitié de la population de la France. Dans 25 ans, ces trois pays auront une population représentant le triple de la population de la France. Mais mon père, c'est pas vous qui allez prêcher la contraception. Non, mais je dis, la seule contraception naturelle, c'est la sortie de la misère. Comme on l'a toujours dit, le lit de la misère est fécond. Il y a une espèce d'affirmation de vie qui se fait chez ceux qui sont humiliés et qui se fait dans la reproduction. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas pensable. C'est de la folie de croire que sur un espace aussi petit que la Méditerranée, l'Europe fertile va être sous-peuplée avec interdiction de cultiver, pénalisation pour le paysan qui fait trop de lait, trop de beurre, trop de viande, trop de blé. Et de l'autre côté de la mer, à petite distance, il y aura une population sur des terres arides qui sera surpeuplée. Est-ce qu'on peut imaginer biologiquement, indépendamment de considérations politiques, que ça restera longtemps comme ça? C'est pas vrai. Quand les barbares ont fait sauter l'Empire romain, en 5 ans, ils avaient passé des limes de l'Empire au sac de Rome. Et avec les moyens d'aujourd'hui, qui ne considéraient d'ailleurs que le chantage avec la menace de bombe atomique qu'on aura mis dans un placard d'une gare en avertissant le chef d'État que si vous ne faites pas ce que nous demandons, votre capitale saute. Et il suffira qu'ils disent, allez vérifier que c'est pas de la blague, dans tel autre placard d'une autre gare, il y a le même modèle, vous verrez que c'est vrai. Vous êtes en train de me décrire l'Apocalypse, mon père. Nous avons le devoir de regarder les réalités comme elles sont, et comme parce qu'elles sont, elles peuvent être demain. Si nous n'acceptons pas de regarder les réels problèmes en face et de chercher des solutions diplomatiques véritablement réalistes, compte tenu de l'humain. Quand M. Le Pen en France dit la France aux Français, j'ai dit bravo, vous étiez trop jeune, vous, pour avoir risqué votre vie pour que la France soit aux Français, mais vous l'avez risqué, hélas, pour que l'Algérie soit aux Français. Et ça explique beaucoup des travers d'un homme comme lui. Il est la génération de ceux dont la vie a été entièrement faussée par l'héroïsme qu'on leur a demandé pour une guerre vaine et une guerre perdue. Bien, mais quand il dit la France aux Français, je lui dis, je crie la France aux Français, mais je crie en même temps la terre aux humains. Mes amis, réveillons-nous. Assez d'indifférence. C'est la guerre de défense contre la misère, qui attaque l'univers total des hommes. En Europe, le savez-vous, 40 millions de personnes vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Dans les banlieues, dans les cités de nos grandes villes, des générations de jeunes sont laissés à l'abandon, sans espoir de logement, sans projet, sans avenir. Est-ce qu'il faut attendre des catastrophes bien visibles, bien filmées, pour enfin se mobiliser? Ce cri s'adresse à chacun d'entre nous, et en premier, à vous, mes compagnons et amis, à vous tous qui écoutez, et surtout à vous, les plus jeunes. Ensemble, nous avons à détruire la misère qui agresse la planète entière. Elle surgit de partout. À chacun de nous, à nous tous ensemble, audacieux, sans merci, sans repos, de la vaincre. Beaucoup de municipalités, et plus que toutes celles de certaines grandes villes, trahissent, oui, trahissent, en refusant leur gîte aux plus faibles. La France ne doit plus laisser de logis vides, ni de bureaux vides, ni, surtout, laisser détruire des lieux habitables sans immédiate nécessité. Commander cela est abominable et peut être criminel. La France doit bâtir immédiatement
et pour tous. Elle en a les moyens, l'argent, la technique, la main-d'œuvre, le sol. Vous, les élus, il est temps d'agir pour que tout le monde ait un logement. Je vous l'ai déjà tant demandé, par parole et par écrit, et en acte. Vous, tous les citoyens, écrivez à votre maire, lancez des pétitions, déposez-les dans vos mairies avant le 15 mars, pour qu'elles précèdent nos prochaines initiatives communes. Mes amis, et vous, monsieur le ministre, amis de longue date, et c'est ce qu'il y a de merveilleux dans l'amitié, de pouvoir, si celui qui est un ami est appelé à de hautes charges, de pouvoir le harceler et se montrer exigeant pour lui dire « accomplis tout ce qui est ta tâche ». Ce que je vais vous dire, ce sera rapide, mes amis. D'abord, excusez-moi, la surdité, je n'ai plus qu'un très peu de capacité d'une oreille. Cela fait que je n'ai pas pu entendre presque rien de vous tous. Et, monsieur le ministre, je vous demanderai, si vous voulez bien, me procurer une copie de votre allocution pour que j'en profite et que je vous en rappelle les promesses. Merci. Ce que j'ai à vous dire ne sera pas long. Si c'était la guerre qui menace, est-ce qu'on attendrait des 1er février de l'abbé Pierre pour que les décisions qui s'imposent soient prises, les décisions nécessaires? Or, sur ce problème qui nous rassemble ce soir, c'est la guerre. Qui sont les agresseurs? La délinquance qui s'étend dans la jeunesse, le manque d'écoles, l'analphabétisme, l'illettrisme qui prend des proportions inimaginables il y a peu, la mauvaise santé, la rupture des familles et, le plus grave de tous ces ennemis, la perte d'espérance dans le cœur des filles et des garçons. Qui d'entre vous ne connaît pas l'un ou l'une, l'autre, de ceux qui ont perdu le goût de la vie? Peut-être pour quelques-uns d'entre vous, ce que je dis en ce moment prend figure de tel ou tel que vous avez connu et qui a pu en arriver à l'acte du suicide. Nous en avons chacun connu. Et pire que le suicide, de se donner la mort, le dégoût de vivre, la perte de toute espérance. Or, dans ce drame du manque de logement, c'est tout cela qui nous agresse, c'est en tout cela que le pays est menacé de périr, de perdre, comme on dit, son âme, autant que de perdre tout ce qui lui est cher, tout ce que nous aimons. Oui, notre pays est agressé depuis longtemps. Et on nous dit de tous côtés que nous sommes un des 5 ou 6 pays les plus riches du monde. Qu'est-ce qu'on en fait de cette richesse? Où est-elle? Pourquoi? Comment peut-elle ne pas être mobilisée pour gagner la victoire contre cet ennemi abominable? Et alors qu'on nous dit que nous sommes si riches, nous apprenons en y suivant les informations politiques que le budget sacré du logement, duquel tant de choses dépendent, est encore rogné une année de plus. Jusqu'où? Oh, mes amis, là est la vraie dimension de ce qui nous a réunis ce soir. C'est la guerre. Et nous devons nous mettre en cette disposition d'être décidés à faire ce qu'il faut pour la gagner.
Peut-être le jour approche où ce sera possible, où ça apparaîtra comme une évidente nécessité de lancer quelques énormes emprunts sacrés auxquels il ne pourrait pas être touché pour autre chose que le logement. La victoire dans cette bataille peut-être approche le moment où ce sera mûr. Je n'ai pas la compétence de conseiller dans ce domaine, mais je le pressens tellement je sens la tragédie dans laquelle le pays est engagé. Je pressens le moment où un tel emprunt est sacré, auquel aucun pouvoir ne devra avoir le droit de venir émarger, réservé pour le logement, emprunt fraternel du logement. Le moment vient où cela, je l'espère, permettra alors de ne plus douter. Et si cela ne se fait pas avant que vienne, et vous le savez, on me blague là-dessus, mais je suis impatient de finir ma vie, que le bon Dieu m'appelle. Quand je souris, je dis aux grandes vacances. Si cela n'arrivait pas avant que je rende mon dernier soupir, sur ma tombe à la place de fleurs et de couronnes, apportez-moi des listes de milliers de familles, de milliers de petits-enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d'un vrai logement.